Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Jacques-André. Salut Samuel. Comment tu vas ? Très bien. Bienvenue dans le podcast Domino. Ravi d'être là, merci pour l'invitation. Du coup, aujourd'hui, on va continuer de parler de blockchain, mais cette fois-ci, on va prendre un angle qui est plutôt celui du développement durable, celui qui est vraiment comment est-ce que la blockchain s'inscrit pour nous aider à créer un monde meilleur. Voilà. Je te laisse te présenter un peu, nous dire un peu comment tu veux qu'on te retienne, et ensuite je te poserai quelques questions par rapport à tes travaux. Oui, bien sûr. Je m'appelle Jacques-André. Je travaille sur ce sujet des blockchains depuis maintenant 2018, particulièrement sur les blockchains et les objectifs de développement durable. J'ai découvert Bitcoin en 2016 dans le cadre de mes recherches universitaires, parce que je travaille pour une revue qui s'appelle la Revue européenne des médias et du numérique, qui est une revue qui fait de la vulgarisation scientifique. L'idée, c'est qu'un juriste soit capable de lire un sociologue, soit capable de lire un économiste, soit capable de lire un ingénieur. Okay. Donc on essaye de parler à tout le monde, clairement, sans bullshit words, okay, pour que tout le monde se comprenne. Et ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que j'écris pour cette revue qui existe depuis 2006. Et donc en 2016, on m'a fait relire un premier papier sur les blockchains et Bitcoin. Et j'ai écrit un article de vulgarisation scientifique en 2017, puisque le titre c'était Bitcoin, une invention qui n'a pas 10 ans. C'était ça, 2017. Okay. Et à partir de là, ça m'a assez intéressé. J'ai creusé le sujet. Et en 2018, on est venu me voir avec ce sujet. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre objectifs de développement durable et blockchain ? Donc, au début, ça s'est fait de manière très informelle. Il n'y avait pas d'association encore. Et l'idée était de répondre à cette question en quoi les blockchains peuvent-elles participer à la réalisation des objectifs de développement durable ? Et notre idée de départ, plutôt que de partir sur des théories ou des promesses, c'était de s'appuyer sur des cas d'usage. Okay. Donc notre premier boulot, et qui reste le même pour les rapports d'après, c'est de compiler une base de données de projets à l'international qui permettent de voir concrètement quels sont les cas d'usage qu'on peut identifier dans tout secteur d'activité d'ailleurs, pour ensuite en faire l'analyse. Et donc le premier rapport est paru en 2020 avec le soutien académique de l'Institut Louis Bachelier, puisque je ne suis pas ingénieur de formation. Donc l'idée, c'était de pouvoir être relu par des ingénieurs, au moins sur la partie technique, puisqu'il y a une partie de vulgarisation technique sur le sujet. Et ce premier rapport a eu plutôt un bon écho. Et donc, face à on a un peu monté en puissance, et en 2021, on a décidé de s'immatriculer en tant qu'association à but non lucratif, d'intérêt général. L'idée étant de poursuivre cette idée de balayer, analyser, compiler des cas d'usage pour essayer d'en parler en français de manière claire. Okay. Pas juste être intéressé à la partie tech, comme beaucoup de gens dans un premier temps. C'est un sujet assez technique quand même, cette histoire de blockchain et crypto. Totalement. Mais de voir concrètement ce à quoi ça pouvait servir. Et pour le rapport 2022, on s'est appuyé sur une base de données qui est tenue par un de nos partenaires qui s'appelle Positive Blockchain, Okay. Une autre association française basée à Berlin et qui faisait grosso modo un annuaire comme nous de leur côté. On a mergé nos données en 2021, ouais, c'est ça, pour faire en sorte d'avoir un annuaire assez costaud à partir duquel
analyser et comprendre l'impact des blockchains dans ces différents domaines. On a une approche par secteur d'activité. Ok. Je pense qu'on reviendra sur les secteurs d'activité. Effectivement, du coup, tu as commencé avec d'abord une revue scientifique et ensuite il y a Blockchain for Good qui est arrivé. Et là, vous avez aussi donc vraiment développé la revue spécialisée de Blockchain for Good, le rapport blockchain et développement durable. C'est ça. Du coup, vulgarisation, qu'est-ce qui t'a amené dans la vulgarisation et quelles sont les techniques pour vulgariser? Parce que la blockchain, c'est ce qu'on essaye de faire chez Domino, mais la blockchain, c'est quelque chose de complexe. Les gens, souvent, en fait, la blockchain, moi, je le définis un peu comme un véhicule. Il y a différents types de véhicules. Il y a des camions, il y a des voitures. Ils n'ont pas la même utilité et ils sont assez différents, mais on sait qu'ils nous permettent d'aller à un point A à un point B. Les blockchains, c'est à peu près la même chose. Ils nous permettent de faire des transactions et ces transactions sont référencées dans un livre blanc. De manière assez simple, c'est comme ça en tout cas que moi je le définis. Quelles sont toi tes stratégies, vu que ça fait des années que tu le fais, pour pouvoir vulgariser des choses qui sont complexes? Et c'est tout un exercice qui n'est pas facile du tout. J'en parlais à l'instant, cette revue de vulgarisation scientifique, elle dépend d'un labo de recherche de Paris 2, dont la rédactrice en chef est Françoise Lauger. Elle existe depuis 2006 et c'est tout l'intérêt d'être entre le papier scientifique qu'on ne comprend pas très bien et du journalisme rapide qu'on comprend trop vite. Ouais. Le créneau entre les deux qui permet de faire en sorte d'adresser des sujets parfois avec une certaine complexité, mais en prenant le temps d'écrire correctement, de ne pas faire de raccourcis, de ne pas hésiter à reprendre des basiques. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée que dans le domaine de la recherche, c'est assez par chapelle ou par domaine de recherche. Il y a peu de recherche transversale. Enfin, c'est compliqué de passer de l'économie à la sociologie et à l'ingénierie technique, par exemple, alors que c'est des sujets qui peuvent être bien souvent transverses. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de parler clairement de ces sujets en étant compréhensible par tous? Mais du coup, surtout, moi, ma question, c'est surtout comment on fait dans un monde où aujourd'hui tout va vite, où aujourd'hui les contenus à faible valeur ajoutée, entre guillemets, mais très faciles à consommer sont la norme. On parle TikTok, on parle d'Instagram. C'est des choses où l'attention, on le voit, il y a des études qui ont été menées, l'attention des gens est réduite. Ah oui. Comment est-ce qu'on fait pour leur donner quelque chose de consistant lorsque le monde est un peu dans le sens inverse? Justement, on appelle ça la slow information, c'est le pas de côté, c'est on ne se précipite pas sur un sujet. Je suis docteur en sciences de l'information depuis 2012. L'exercice de rédaction d'une thèse qui est assez rare dans une vie, c'est de pouvoir s'intéresser pendant 3 ans, voire 4 ans, 5 pour certains ou plus, sur un sujet en particulier, ce qui ne correspond pas très bien, ce qui ne correspond pas tout à fait effectivement à notre société où tout va extrêmement vite. Et typiquement, sur la rédaction de ce type d'ouvrage, c'est compiler des données et prendre le temps de réflexion pour les digérer suivant chacun des axes qu'on aura pu développer. Ça, c'est ce rapport, on a mis à peu près 12 mois à l'écrire. Vous étiez combien dessus à travailler là-dessus? Il y a une trentaine de personnes, il y a eu 3 rédacteurs sur le rapport, il y a eu en tout une trentaine de personnes qui sont intervenues. Ok. L'idée, puisque justement on adresse ça par secteur d'activité, c'était de pouvoir trouver des experts dans chacun de ces domaines, des domaines traités, pour avoir une relecture sur l'expertise de chacun, pour vérifier, on n'a pas la science infuse, en plus c'est très collaboratif ce genre d'ouvrage, au contraire d'une thèse qui est un exercice très solitaire. Ok. Pendant 3 ans à réfléchir, à brainstormer tout seul de son côté, avec des interactions
parfois avec son directeur de thèse. Et qu'est-ce que tu trouves le plus productif, le fait de brainstormer seul ou le fait de le faire en équipe et parfois même, je sais pas, dans ces deux cas, pour avoir fait les deux, quel est celui qui pour toi apporte le plus de valeur, ou peut-être les deux apportent une valeur différente, et quelles sont les valeurs qu'ils apportent? Je sais pas si c'est vraiment comparable, mais je pense que c'est deux exercices qui sont très différents. Mais j'appelle ça, en tout cas sur l'écriture collaborative, moi c'était une super expérience de recherche, parce que justement on n'est pas seul dans le cadre de la rédaction. Et c'est génial. Alors on utilise les moyens contemporains. Il y a sur chaque, notamment pour les chapitres, enfin pour les cahiers par secteur d'activité, tout a été rédigé en ligne sur du document du Google Doc, classique. On a essayé d'utiliser autre chose on voulait essayer d'utiliser autre chose pour le rapport 2024, mais c'est pas possible. Le doc est trop bien fait. Ouais. Et à partir de là, on écrit, on se pose des questions sur un projet en particulier, on va chercher le fondateur de la boîte qui peut directement interagir sur le document en ligne. Un relecteur va aussi passer dessus. On peut discuter dans les commentaires sur un paragraphe ou en tout cas un endroit précis du document parce qu'on a des questions, parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est pas clair, parce qu'il y a des fautes, etc., etc. Donc c'est cette expérience d'écriture collaborative qui m'a énormément plu pour aboutir à un moment un document fini. On va parler surtout de ce document. Donc là, c'est le rapport Blockchain et développement durable 2022-2023. En gros, c'est un rapport qui sort tous les 2 ans. Il couvre, moi je l'ai trouvé... moi j'aime apprendre énormément, donc moi je l'ai trouvé super intéressant parce qu'il donne beaucoup d'éléments, et notamment pour ce que tu appelles donc des cahiers, et c'est bien d'avoir séparé ça. On a 12 cahiers qui partent donc de l'identité propriété, monnaie électronique, peer-to-peer, donc pair à pair, et agent programmable, la santé, les chaînes d'approvisionnement et la logistique, en 5 l'énergie, en 6 les aides, les charités et la philanthropie, en 7, l'agriculture et l'alimentation. En 8, le Web3, l'art et les sciences. En 9, l'environnement et le climat. En 10, le gouvernement et la démocratie. En 11, communication électronique et les télécommunications. Et enfin, l'éducation et l'emploi. Comment est-ce que vous avez choisi ces axes-là ? Quel a été le plus gros challenge pour commencer à sortir ce type de rapport ? Alors encore une fois, notre parti pris au début, c'était vraiment de se dire qu'on voulait parler de cas d'usage. On ne voulait pas partir sur des promesses ou de la théorie. Et donc tout le travail en amont pour arriver à un rapport comme ça, c'est compiler, créer une base de données avec des projets sur lesquels on va qualifier des données par ligne. Et donc c'est notre collaboration avec Positive Blockchain. Et donc, les différentes entrées du rapport correspondent à des entrées de catégorie de la base de données, de l'annuaire. Et à partir de là, je ne sais plus combien il y avait de projets d'actifs pour la rédaction du rapport 2022. Je crois qu'on était sur 700 projets actifs dans le monde. Oui, dans le rapport, c'est ce qui était... Voilà, c'est ça. Avec toute la problématique que ces données, elles ne sont pas encore automatisées. Il y a un très gros travail manuel dessus, avec des contributeurs, Positive Blockchain et Blockchain for Good. Ça fait, je sais pas, 10, 15 contributeurs à l'international d'ailleurs, qui s'occupent de mettre à jour ces données. Alors avec des scripts de temps en temps pour repérer qu'un projet n'a plus d'activité, ou n'a plus de site web, ou n'a plus un fil Twitter qui est silencieux depuis quelques mois. On va vérifier manuellement si effectivement le projet est obsolète, et ensuite on passe en inactif, etc. Pour en tout cas arriver à une base de ces 700 projets. Et ensuite on fait une extraction par catégorie, donc les 12 catégories que tu as citées. Et à partir de ce matériau, on se pose, le plan est similaire à chacun des cahiers. Quelles sont les promesses des blockchains dans le domaine de, prenons l'énergie par exemple, quels cas d'usage existent? Et là on parle vraiment de choses concrètes, justement grâce à l'identification de ces projets en amont. Et puis ensuite on ouvre en essayant de parler, de poser sur la table un certain nombre d'enjeux ou de questions que ça soulève. Et voilà, on réitère ça pour les 12 cahiers, ce qui fait
tout l'intérêt du rapport et son exhaustivité, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, il y a effectivement un champ qui est assez large, quoi. Ok. Et ok, très bien sur cette partie. En plus, ce rapport, donc pour information, il est libre d'accès sur Internet, téléchargeable. Il y a un vrai sujet, je pense, et aussi l'ADN qu'on trouve dans le Web3, qui est que c'est quelque chose en gros qui est fait en open source et qui est réellement disponible pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Y compris avec Positive Blockchain, les données de l'annuaire, elles sont disponibles en open data. Elles sont mises à jour 2 fois par an à peu près, peut-être un peu plus. Donc quiconque peut s'en emparer, les utiliser. C'est un gros tableau Excel ou un CSV que quiconque peut récupérer pour les utiliser de son côté. Et sur certains types de données au moins. Et puis le rapport, il est diffusé en Creative Commons. N'importe qui peut le télécharger, même sans donner un email, sans Totalement. pouvoir se constituer une base de données, etc. C'est pas du tout l'intérêt de l'association. Au contraire, c'est diffusé le plus largement possible à ceux qui ont un intérêt sur ces sujets, pour faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Version française, il y a une version. Alors la version française a été ensuite remontée en 12 cahiers différents, parce que 450 pages, ça fait un peu peur, je suis d'accord. Mais donc il y a 12 versions autonomes qu'on appelle cahiers, qui permettent à quelqu'un qui bosse dans le domaine de l'identité numérique ou de l'éducation et de l'emploi de télécharger uniquement le cahier correspondant à ces sujets d'intérêt. Et en anglais, il a été traduit en anglais en version intégrale. Et du fait de notre collaboration avec un réseau universitaire en Amérique latine, en Colombie, il est aussi traduit en espagnol sur sa version en ligne. Tous ces Google Docs ont été traduits et relus par des universitaires en espagnol. Donc il est disponible en 3 langues. Top, voilà. Formidable. Et pourquoi du coup ? Quel est le pourquoi qui t'a amené à faire ça, qui t'anime pour pouvoir développer ce type de rapport ou même souhaiter mettre le développement durable au cœur de ce que tu fais au quotidien ? L'intérêt pour le sujet, c'est clairement ce qui anime beaucoup de personnes dans la communauté. Et après, l'idée du pourquoi, alors c'était un angle un petit peu différent finalement, parce que les cryptos, enfin Bitcoin, les cryptos, etc., il y a tellement de personnes qui sont intéressées par ça sur le côté spéculatif, qu'on s'est rendu compte assez rapidement que dès 2018, il y avait un paquet de projets qui s'emparaient de cette infrastructure technique pour faire autre chose que de la spéculation. Il y avait déjà des choses, dans l'autoconsommation collective dans le domaine de l'énergie, comment est-ce qu'on produit de l'énergie chez soi et comment est-ce qu'on pourrait l'échanger avec son voisin sans intermédiaire, avec un registre transparent, infalsifiable, qui permettrait d'opérer les transactions entre moi et mon voisin. Donc c'est des projets qui datent de 2016-2017. Et c'est là où on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser sur cet axe. Après, les objectifs de développement durable, ça a été vraiment notre grille de lecture pour être capable de référencer ces projets dans un annuaire global, être capable d'affecter un projet à des domaines d'activité qui correspondent à des objectifs de développement durable. Et puis ça nous permet aussi d'écarter justement les projets qui sont soit complètement bidons, ou qui ne se rattachent pas de près ou de loin à un ODD. C'est vraiment une grille de lecture. Mais de toute façon, les objectifs de développement durable, c'est une grille de lecture de l'état du monde. Totalement. Qui est partagée par 193 pays dans le monde. Et donc on s'est dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à pouvoir réfléchir à l'intersection de cet écosystème blockchain d'un côté et de ces objectifs de développement durable de l'autre. Et puis aussi pour donner à voir autre chose, encore une fois, que ce côté spéculatif, qui a un biais européen, américain, enfin on pourrait dire hémisphère nord, alors que finalement, quand on creuse un peu le sujet, on voit qu'il y a des cas d'usage incroyables qui se passent, notamment dans les pays les moins bancarisés, sur l'adoption de ces technos qui permet, encore une fois, de faire du transfert de valeur de pair à pair, donc sans passer par un intermédiaire. Chez nous, dans un pays très bancarisé où on a choisi entre Apple Pay, PayPal, son compte bancaire, etc.,
l'intérêt saute pas nécessairement aux yeux. Mais dans d'autres pays où l'inflation est importante, où il n'y a pas forcément de système bancaire, où il y a une population qui n'est pas bancarisée, où il n'y a pas de système de crédit, forcément, ça rentre dedans. C'est top. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie. Ça nous fait une transition parfaite pour réellement parler des objectifs de développement durable en détail. On se retrouve tout de suite. On est de retour. J'en profite un peu parce que je ne l'ai pas fait lors des podcasts précédents et je commence à le faire maintenant. C'est inviter tout le monde à pouvoir donc suivre, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent, mais pour me donner de la force, il faut suivre. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et mettre aussi donc le pouce bleu pour YouTube. Donc, après avoir fait la petite partie pub, maintenant, c'est rentrer dedans. Du coup, quels sont les ODD ? Donc, on parle de ODD, Objectifs Développement Durable. Il y a 17 objectifs qui ont été mis en place qui ont été définis par 193 États membres donc, de l'Organisation des Nations Unies et la société civile. Et donc, ces 17 objectifs sont des promesses pour 2030. Je vais les citer. Donc, pas de pauvreté, faim zéro. Donc, on a la faim dans le monde. On permet d'abolir la faim dans le monde. La bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'eau propre et l'assainissement, l'énergie propre et un coût abordable, le travail décent et la croissance économique, l'industrie, l'innovation et les infrastructures, les inégalités, réduction donc des inégalités, villes et communautés durables, consommation et production responsable, lutte contre les changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces, et enfin le 17e, partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc, vous êtes parti, ça fait partie des premières pages qu'il y a dans le rapport. Vous êtes parti de ces 17 points. Et pourquoi, du coup, il y en a 17 et vous, il n'y a que 12 parties ? Oui, parce qu'on n'a pas voulu, effectivement, avoir un axe par objectif de développement durable. C'était trop compliqué de classer les projets à travers ces 17 objectifs. Juste pour les recontextualiser un tout petit peu, donc effectivement, ça a commencé en 1998. Ça s'appelait d'abord les objectifs du millénaire pour le développement. Donc ça a couvert la période 2000 à 2015. Et il faut bien comprendre que ces objectifs de développement durable, ou les objectifs du millénaire pour le développement, tu les as cités à l'instant. C'est des grands objectifs qui sont traduits en un certain nombre de cibles. Il y en a 169 pour les ODD 2015-2030 et qui sont une grille de lecture qui est partagée par tous ces pays et qui permettent de suivre très précisément l'évolution ou les efforts ou les régressions d'ailleurs sur chacune de ces cibles et qui sont communs à tous ces pays. Ce qui fait qu'on est ensuite capable d'avoir une vision macro pour suivre l'évolution de la fin dans le monde, des villes durables, etc. Pardon. Et donc il y a des indicateurs de niveau 1 qui sont partagés par tous, puis de niveau 2, niveau 3, ça ne sert à rien de rentrer trop dans le détail, mais ce qui permet d'avoir un référentiel partagé entre tous ces pays pour mesurer précisément où est-ce qu'on en est par rapport à chacun des objectifs de développement durable. Ok. Dans les objectifs de développement durable, il y a des objectifs qui sont très ambitieux. Par exemple, l'arrêt de la faim dans le monde. Parmi ces objectifs, est-ce qu'ils sont réellement réalisables ? Et souvent de l'extérieur, nous on se dit, oui, mais si on voudrait arrêter la faim dans le monde, on pourrait arrêter la faim dans le monde. Mais aujourd'hui, la manière dont est organisé le monde, on a l'impression que
certains profitent d'une certaine situation. On le voit aussi quand, par exemple, le FMI finance des projets, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays du monde, c'est pas gratuitement, c'est pas juste en disant tiens la somme, mais c'est en contrepartie de certaines choses. Est-ce que ces objectifs sont réellement envisageables et est-ce qu'il y a une réelle volonté? Et surtout, ce qui intéresse dans ce podcast, c'est est-ce que la blockchain va permettre d'apporter une certaine transparence pour amener ça vers un bien commun? Alors, je crois que de toute façon, ce sont des objectifs. Des objectifs, donc c'est une vision à long terme. 15 ans, c'est long. 2015, puis 2015-2030. C'est donc l'Organisation des Nations Unies qui propose ce référentiel pour qu'on puisse tous parler de la même chose dans le cadre de ces différents objectifs. Après, est-ce que c'est réaliste, irréaliste? C'est une vision à long terme qui permet d'après d'avoir, justement, en comparant chaque année tous ces pays qui vont publier des informations par rapport aux indicateurs de chacun des développements durables, des objectifs de développement durable, de pouvoir mesurer très concrètement, encore une fois, si on tend vers une résolution de ces objectifs, ou au contraire, s'il y a quelque chose ou des choses qui sont en train de régresser. Et c'est un référentiel mondial. Okay. Et encore une fois, c'est vraiment une grille de lecture qui permet d'interpréter l'état du monde à l'échelle planétaire, avec une vision macro, en pouvant descendre assez bas avec ces indicateurs et ces cibles. En dessous des indicateurs, il y a également des cibles par indicateur, où là c'est extrêmement concret, pour savoir ce qui se passe et quel est l'état du monde. Ok. Et du coup, dedans, est-ce que la blockchain est l'outil qui manquait? Parce que je crois que c'est 93 que ça a été, que ça a été lancé. 98 plutôt. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, qu'on a la technologie blockchain qui est une technologie qui nous permet réellement d'avoir une certaine transparence, une traçabilité et autres, est-ce que c'est l'outil qui permet à ce qu'il y ait un peu plus, donc qu'on se rapproche plus de ces objectifs-là? C'est une bonne question. En tout cas, c'est la question qui anime l'association depuis sa création. Nous, ce qui nous a marqué quand on s'est intéressé à ces sujets en 2018, c'est qu'il y avait beaucoup d'entités de l'Organisation des Nations Unies qui s'emparaient de ces technologies blockchain, que ce soit de Bitcoin, mais aussi dans le cadre d'autres expérimentations sur de la traçabilité alimentaire, qui se sont vraiment emparées de ces sujets d'elles-mêmes pour expérimenter des choses, au point qu'il y a une task force qui s'est créée au sein des Nations Unies, dont l'objectif était de faire un point sur toutes les expérimentations menées par les différentes agences, parfois chacune de leur côté, pour essayer de mettre en œuvre un socle commun qui pourrait permettre, qui aurait pu ou qui va permettre d'ailleurs à chacune de ces agences de pouvoir capitaliser sur l'expérience d'une agence, d'une organisation voisine, pour voir dans quelle mesure ça peut être utile ou pas à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. En tout cas, pour prendre un exemple très concret, quand on dit à une agence des organisations des Nations Unies, quand il y a une aide humanitaire qui part de l'hémisphère nord et qui arrive sur le terrain dans l'hémisphère sud, c'est un secret de polichinelle de dire que sur les 100 qui sont envoyés, il y en a peut-être 30 qui arrivent concrètement sur le terrain. Là, avec ce type de technologie, on serait capable, en tout cas c'est la promesse, d'envoyer 100, ou peut-être même d'ailleurs 50, et faire en sorte de suivre cet argent, cette aide humanitaire, voir comment il est déployé concrètement sur place, avec des conditions qui, si jamais elles sont remplies, permettent de débloquer l'autre moitié de l'aide. Totalement. Donc ça a été un sujet d'intérêt pour eux assez
assez rapidement en termes de gestion de certains flux financiers ou gestion de l'aide humanitaire. Totalement. Surtout, je vais partager un peu une opinion impopulaire que j'ai. C'est notamment sur les associations à but non lucratif. Vraiment, on va pas citer de nom, mais ces associations qui vont réduire la faim dans le monde. Comme tu l'as dit, la réalité, c'est que les gens ici donnent 100. Dans les 100 qui sont donnés, la réalité, c'est qu'en soi, il y a même 30% qui va arriver là-bas, mais ici, on est encore plus critique, c'est qu'il y a 90% qui est réinjecté dans l'économie du Nord, et tout ce qui reste, c'est juste de la consommation finale. Donc, on réduit le gap en disant qu'on a donné des milliards pour une population bien particulière, mais au final, ces milliards sont réinjectés dans une économie et non pas dans l'autre, et ce qui crée encore plus de gap. Donc, on retrouve des personnes qui pensent faire du bien, mais qui au final créent juste encore plus de différence. Et moi, je trouve que, et c'est pour ça que moi, je crois en tout cas que la blockchain peut apporter quelque chose, parce que dans cette transparence, on peut voir exactement combien a été acheté ou a été investi dans cette campagne, et surtout combien va réellement impacter l'économie de cette campagne et non pas juste colmater des brèches. Oui, on appelle ça le charity business, quoi. Aujourd'hui, c'est à peu près entre 200 et 250 milliards de dollars par an. Nous, d'ailleurs, ce qui nous a fait rebondir sur un autre sujet, on s'est aperçu, parce que on ne le savait pas, enfin moi je ne le savais pas en tout cas, que les remittances, enfin les remittances, les transferts de fonds transfrontaliers, donc des travailleurs migrants qui envoient de l'argent à leurs familles et à leurs amis en passant par une frontière, c'est à peu près 700 milliards de dollars par an. C'est 3 fois plus ou 2 fois et demi plus que l'intégralité de l'aide humanitaire. Et là, qui a un impact extrêmement concret, parce que ça va a priori de leur compte bancaire dans les mains des destinataires, de leur famille, etc. Et c'est d'ailleurs un objectif de développement durable, l'objectif 10C, que de faire en sorte de réduire les frais financiers qui sont payés par ces travailleurs migrants, qui sont aujourd'hui, qui oscillent entre 7 et 10%. Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres en plus. Et avec un seuil d'une commission inférieure à 3%. Donc ça, c'est un autre sujet que l'humanitaire, mais qui permet de mettre en balance effectivement ces flux qui sont destinés à de l'aide, la charité, de la philanthropie. Donc les deux cumulés, on peut dire qu'on est quasiment à 1000 milliards de dollars par an. On n'est pas des donneurs de leçons, mais avec 1000 milliards de dollars par an, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Ouais, normalement, il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est dans cette partie-là où, sur la partie charité, moi, je suis très critique là-dessus. Déjà, je ne suis pas très fan de la charité. Je suis plus de l'optique d'apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Et pour avoir travaillé en Afrique, pour avoir grandi aussi une partie de ma vie en Afrique, je vois, il y a des personnes qui veulent s'en sortir, mais qui, au final, à qui on leur limite les choses, on leur donne... c'est comme, par exemple, en France, on va prendre le cas. Parfois, il est plus intéressant de vivre des aides. Il y a un certain seuil où il est plus intéressant de ne pas faire grand-chose et de vivre des aides que réellement de travailler et d'avoir... Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu penses, par rapport à vos études, que la blockchain va permettre, est-ce que tu auras un exemple en particulier, peut-être pas sur celui que j'ai donné, mais sur la charité et toutes ces choses-là, qui va permettre de redonner les lettres de noblesse à ça? Ouais, mais à ce moment-là, on n'est plus dans le domaine de l'aide et de la charité, ce qui peut être une bonne chose d'ailleurs. Totalement. J'ai un exemple en tête qui me vient, celui de Ethic Hub, qui permet, à travers une plateforme de crowdlending. Ouais, sur la finance participative et inclusive. C'est ça. Donc, plutôt que de l'envoyer 100 € à un agriculteur non bancarisé au Mexique pour l'aider,
et ben, on va lui permettre de recevoir des fonds qui vont lui être prêtés. Ça va être un investissement de ta part, qui permettront, en passant par cette infrastructure blockchain, d'être suivi au MAR l'euro, au MAR le dollar, enfin, en tout cas de manière très précise, qui va lui permettre, lui, après d'avoir cet investissement et qui va lui permettre d'acheter des semis, des graines et de mener à bien sa récolte, qui va ensuite pouvoir vendre sur un marché décentralisé, avec moins d'intermédiaires en tout cas, en ayant la garantie de récupérer jusqu'à 50% des bénéfices, et qui va permettre de rembourser l'investisseur initial, donc toi, avec un taux d'intérêt. Ouais. Alors, toi, tu auras fait un investissement qui aura été fléché vers quelque chose d'éthique, de responsable et de vertueux. Et puis en face, ça lui aura permis de mener à bien une récolte, de la vendre et de te rembourser avec des intérêts, tout en lui permettant de mener une existence décente et avoir un travail où il est rémunéré à sa juste valeur. Totalement. Typiquement, un exemple très concret, c'est plus de l'aide humanitaire, on ne lui envoie pas l'argent pour qu'il en fasse ce qu'il veut, mais c'est sur un projet extrêmement concret. Alors moi, ce que je trouve aussi super intéressant par rapport à ça, et c'était l'un des points que je voulais qu'on apporte, c'est que la blockchain aujourd'hui permet à ce que les financements ou l'épargne qu'on peut mettre dans une partie liée au développement durable, ou une partie responsable, une partie éthique, au final, avant, lorsqu'on devait mettre de l'argent sur des fonds éthiques, sur des fonds responsables, c'était toujours les fonds qui performaient le moins. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si on arrive à avoir des vrais data, on arrive à pouvoir aller au plus proche et réellement avoir de l'impact, comme ce que tu as dit, et ça c'était dans le rapport sur la partie monnaie électronique peer-to-peer, j'avais lu et ça m'avait énormément plu cette idée-là, sur l'idée qu'aujourd'hui, on va pouvoir placer notre épargne sur des choses éthiques, mais notre épargne va aussi pouvoir fructifier au même niveau que des choses qui parfois le sont moins ou ne correspondent pas à notre éthique. Moi, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine pendant 5 ans. Je le voyais de plus en plus, mes clients voulaient que ce soit sur des fonds verts, sur des fonds à impact. Mais lorsqu'on leur donnait les chiffres, c'était bon, on va mettre quand même une partie dessus, mais aussi une partie sur quelque chose d'un peu plus compétitif. Ouais. Ou ça, ou alors des placements dans des fonds dits verts, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur de ces fonds verts. Totalement. Et parce qu'il y a une absence de transparence et de traçabilité sur la manière dont sont utilisés ces fonds. Et si on gratte un peu trop, on s'aperçoit en fait que ce n'est pas toujours très vert. Et en tout cas, encore une fois, c'est une de ces promesses de ces technologies, c'est qu'il y ait le moins d'intermédiaires entre l'investisseur initial, qui peut être un particulier ou une entreprise, et le destinataire de ces fonds, qui va faire ce qu'il a souhaité faire sur le terrain, en tout cas le destinataire des fonds. Et c'est un peu une mécanique similaire, par exemple, avec une start-up en Afrique du Sud qui s'appelle The Sun Exchange. C'est du crowdlending encore. Ouais. Donc l'idée, c'est ils sont partis du constat que le principal frein au développement des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque en Afrique, c'était un problème d'investissement initial. Ça coûte trop cher pour des écoles, des hôpitaux, d'investir sur ce type d'installation. Et donc ils ont mis en place une plateforme qui permet, encore une fois, à ces porteurs de projets, alors écoles, maisons, alors c'est pas trop adressé à des particuliers, mais en tout cas institutions, de proposer sur une plateforme un projet de bascule sur de l'énergie photovoltaïque avec des investisseurs, particuliers ou entreprises, qui peuvent investir, je crois que c'est à partir de $5 la cellule photovoltaïque, c'est un petit peu marketing, mais donc si on va en acheter 1, 10, 50 ou pas 1 million, parce qu'il n'y a pas des projets qui sont non plus à des millions d'euros, des centaines de millions d'euros, voilà. Et une fois que le projet a réuni son financement, le financement nécessaire à l'installation de ces panneaux, c'est mis en œuvre par des équipes locales.
Et puis après, donc en général, le bénéficiaire de ces installations va payer son électricité 20 ou 30% moins cher qu'auparavant. C'est de l'énergie propre. Et dans le cadre du paiement de son électricité, remboursera les investisseurs initiaux. Encore une fois, c'est un contrat financier avec des intérêts. Et c'est un cercle vertueux entre l'investisseur initial et le bénéficiaire, très concrètement au niveau local, qui va pouvoir, encore une fois, avoir dans une dynamique assez vertueuse. Ouais. Et puis le projet est suffisamment costaud et mature maintenant pour qu'il y ait des fonds de garantie qui soient prévus. On essaye d'anticiper les défauts de paiement. Qu'est-ce qui se passe si jamais subitement l'hôpital ou l'école ne peut plus payer son électricité, etc. Et tout ça, c'est réfléchi en amont dans le cadre de développement de ce type de projet. Et il y a un point que vous abordez aussi par rapport à ça, mais ce qui permet ça, c'est l'un des points que vous abordez qui est l'identité et la propriété. Dans le rapport, on parle d'un peu plus d'1 milliard de personnes qui ne sont pas référencées en termes d'identité. Qui ne peuvent pas prouver leur identité. Qui ne peuvent pas prouver leur identité. Mais sauf que tant qu'on ne peut pas prouver son identité, on ne peut pas bénéficier de tous ces systèmes-là. Et donc, effectivement, dedans, on parle de cette notion d'identité décentralisée. Est-ce que c'est une réelle solution? Et est-ce que cette solution est scalable pour tout le monde? Alors, nous, c'est un sujet vraiment qui nous intéresse beaucoup, le thème de l'identité numérique, de l'identité centralisée et l'identité décentralisée. Donc effectivement, il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui ne sont pas capables de prouver leur identité par défaut de service public, parce que c'est extrêmement coûteux de mettre en place, pour un État qui n'en a pas toujours les moyens, un système d'identité régalien qui permettra de donner identité à tous ces ressortissants. Et c'est un peu la problématique liée à la centralisation des données. Et depuis quelques années maintenant, est en train d'émerger une norme ouverte, open source, rédigée par le W3C, donc l'organisme de normalisation des normes du web et d'Internet, autour de cette idée d'identité décentralisée qui permettrait, et dont les blockchains sont la pierre angulaire de la mise en œuvre technique de ce concept d'identité, paradigme même d'identité décentralisée, qui fait interagir 3 entités. La première entité, très simple, c'est toi. Tu as un wallet, sauf que dans ton wallet, tu n'as pas des cryptos, mais tu as des attestations vérifiables. Donc, des diplômes, des pièces d'identité, des choses comme ça. Voilà, en tout cas, tu as une attestation vérifiable qui sera émise par deuxième entité, un émetteur. Alors l'émetteur, ça peut être effectivement un État, éventuellement. On n'est pas encore là mais peut-être un jour. Mais ça peut être une université. L'exemple du diplôme est assez parlant. Tu es diplômé d'une université ou d'une école. Tu as ton wallet d'identité. Une fois que tu es diplômé, l'émetteur, l'université, va signer dans une blockchain publique ton diplôme et va t'envoyer une attestation vérifiable comme quoi tu es bien diplômé de cette école. Et toi, dans le cadre d'une recherche d'emploi, plutôt que d'envoyer ton diplôme à une entreprise qui voudrait vérifier que tu es bien diplômé de cette université ou de cette école, tu vas lui envoyer cette attestation vérifiable qui, lui, va pouvoir vérifier dans cette blockchain publique que ce que tu dis est vrai, que ça a bien été signé par l'université en question et que tu es bien détenteur sur ton wallet de c'est bien toi en termes d'identité sur ton wallet. Donc, il n'y a plus de transfert de données personnelles entre toi et l'entreprise qui voudrait vérifier l'information. Et alors ça, c'est un exemple sur le diplôme, mais on peut extrapoler sur toutes les manières dont on pourrait utiliser son identité. Donc ça n'arrange pas du tout ceux qui sont de tradition centralisatrice au niveau de la gestion des identités. Et c'est qui? C'est les États, grosso modo, et puis les géants du web, il ne faut pas se le cacher, qui ont un intérêt à ce que ces identités soient centralisées dans des méga bases de données. Afin de les travailler et de pouvoir en faire, d'être plus précis sur les pubs, sur ce genre de choses. Et, voilà, exactement. Ouais. C'est le modèle d'affaires des gens du web
Shoshana Zuboff, professeure émérite à Harvard, appelle le capitalisme de surveillance. Elle a popularisé la notion en 2014, mais ça existait auparavant. Ok. Donc selon elle, au capitalisme industriel de Ford a succédé un capitalisme de données, qu'on appelle capitalisme de surveillance, depuis les années 2000. Et c'est l'invention du modèle d'affaires de Google basé sur la publicité. Et c'est qui est basé sur le profilage des personnes, le plus souvent à leur insu, pour pouvoir faire en sorte de leur adresser une publicité ou la plus ciblée possible. Et donc ça ne les arrange pas du tout eux aussi. Ils participent d'ailleurs à ces groupes de travail du W3C, dans le groupe de travail sur l'identité décentralisée. Donc on peut lire de manière anonyme, c'est pas public les votes au W3C, de voir qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec quelque chose qui mettrait à mal leur modèle d'affaires. Et en tout cas, cette notion d'identité décentralisée, elle aurait vocation à résoudre d'une pierre deux coups une problématique qu'on abordait à l'instant sur le fait que certaines personnes ne sont pas capables de prouver leur identité, plutôt dans des pays en développement ou dans l'hémisphère sud. Et de l'autre, des personnes ne sont plus capables de ne pas avoir une identité qui se fait aspirer, collecter en permanence dès qu'on bouge une oreille. On n'y peut rien. Il y a un dossier de Cour international là, qui vient de sortir sur ce sujet. On ne s'en rend pas très bien compte parce qu'on se dit, par la force des choses, tout le monde passe son temps. C'est le design, c'est fait de la manière en fait, qui est le moins de friction possible. Aujourd'hui, je suis le premier à utiliser ça, c'est que je vais me connecter à un site, lorsque ça me dit connecte-toi avec Google ou avec Facebook, mais je le fais directement parce que c'est un gain de temps. Exactement. Et c'est par design. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les wallets qu'on a dans la blockchain, c'est trop complexe. Ça ne rassure pas. Lors du podcast précédent que j'ai fait, on parle de cette notion, on l'aborde vraiment en détail sur le fait que il y a trop de friction, c'est trop complexe, pour l'instant du moins, et alors que les grosses entreprises, pour permettre de collecter ces données, nous facilitent énormément la vie. Bien sûr. C'est le système d'identité fédérée, alors c'est pire que l'identité centralisée. C'est qu'on passe par un intermédiaire, like Google, Twitter, Facebook, pour s'identifier auprès de tiers. Et donc là, il y a le chemin, le goulot d'étranglement, on passe par eux. Donc ils sont encore plus au courant de toutes nos interactions avec d'autres tiers. Et après, je te rejoins sur cette idée que c'est encore un petit peu compliqué d'avoir un wallet d'identité qui soit avec des credentials, qui soit intégré dans un navigateur. Mais quelque part, alors c'est pas encore effectivement suffisamment mature, c'est l'expérience d'ailleurs qu'on n'a pas aujourd'hui, dont on n'a pas conscience. Mais quand tout est bien configuré sur un navigateur avec un wallet d'identité, on n'a plus à taper de login et de mot de passe. On est automatiquement authentifié, parce que c'est une tannée remplir les... Moi, j'utilise Dashlane, un gestionnaire de mots de passe. Je crois qu'il y a 800 mots de passe dans mon... Et encore, moi ça va un peu mieux. Enfin, voilà, en tout cas, j'utilise ça, donc c'est plus simple. Et au moins, j'ai un mot de passe différent pour chacun des sites. Mais l'expérience d'avoir à donner un login et un mot de passe pourrait être résolu aussi avec un wallet d'identité qui est intégré dans les outils numériques qu'on utilise pour ne plus avoir à taper le mot de passe. Ouais, je vois. Et ça, ce serait quand même ce serait pas mal. Encore plus simple. Ce serait encore plus simple. Et notamment, ce qui nous donne accès à, donc dans le rapport, vous parlez notamment de monnaie électronique, peer-to-peer et d'agents programmables. Et l'un des points qui revient aussi, c'est le revenu universel. Ça, on en a entendu pas mal parler ces derniers temps, notamment avec OpenAI, ce que Sam Altman a mis en avant pour pouvoir générer du revenu universel. Et cette nouvelle stratégie d'identification liée à l'iris sur la blockchain, donc qui utilise la technologie blockchain pour pouvoir identifier les gens. Quel est votre... je pense que comme c'est sorti après votre rapport, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans le prochain et quel est votre point de vue là-dessus ? Revenu universel,
Alors, il y a plusieurs initiatives autour du revenu universel. Et WorldCoin, effectivement, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, de toute façon. C'est ça. On sait juste que l'incentive pour donner son iris, c'est recevoir, je ne sais plus combien de WorldCoin. Au début, c'était 25, maintenant c'est 6. Même cette question, un revenu universel, en fonction de où est-ce qu'on est, c'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on définit pour quelqu'un qui vit en France et quelqu'un qui vit, je prends en Centrafrique, ils n'ont pas le même niveau de vie. Comment on fait un revenu universel juste pour ces deux-là? J'en ai aucune idée. Non, vraiment, je sais pas. Et puis, bon, il est associé au projet. Je sais qu'il y a un papier de fond intéressant qui a été publié pour ceux qui ont un intérêt sur le sujet, par Frédéric Martin, qu'on ne présente plus dans l'écosystème français, qui est un ingénieur de formation plutôt spécialisé en cybersécurité, qui d'ailleurs travaille pour une boîte qui s'appelle MyDID, qui fait du wallet, qui bosse autour de ce paradigme d'identité décentralisée, et qui a écrit un gros papier assez critique sur le WorldCoin et la manière dont ça pourrait fonctionner. D'après ce que j'ai compris, parce qu'on n'est pas encore plongé dans l'analyse du WorldCoin, dont on parlera probablement c'est pas probablement, on en parlera, c'est sûr, dans le rapport 2024. On ne sait pas très bien comment ça pourrait fonctionner aujourd'hui. C'est plus de la promesse, faire en sorte que le plus possible de personnes puissent donner leur iris, avec des projets qui sont plutôt axés, avec l'onboarding, l'embarquement de personnes dans des pays dans l'hémisphère sud, mais aussi, je crois qu'il y en a un à Paris. Oui, il y en avait un, ouais. Alors, c'était une vingtaine de personnes qui faisaient je sais plus, j'ai lu un article assez intéressant il n'y a pas très longtemps, journalistique, d'un type qui était là pour essayer de parler avec les gens qui se faisaient scanner leur iris, pour après bénéficier soit de ce système d'identité, ou soit plutôt des WorldCoin promis, parce que c'est plutôt l'incentive, c'est ça en fait, c'est la raison pour laquelle les gens font ça. On sait qu'il y a a priori quand même pas mal de détournements déjà. Surtout, j'avais lu un article comme ça en Afrique sur les personnes qui ont la capacité donc de référencer, vont amener un maximum de personnes. Ces personnes vont donner leur identité, et comme ils n'ont pas accès à des wallets en tant que tels, ils sont obligés de passer par un intermédiaire. Là où on est dans un monde où à la base la blockchain veut réduire les intermédiaires, là, ils sont obligés de passer par un intermédiaire qui leur donne parfois que 30%, parfois prend 30%, tout dépend de la bienveillance de cet intermédiaire, pour leur donner en cash, mais au final se retrouve lui avec le contrôle de toutes ces choses-là. Et même si un jour il veut arrêter, étant donné que c'est lui qui possède la technologie d'identification et donc d'analyse de l'iris, s'il décide du jour au lendemain de dire je te donne plus, l'autre personne, si elle n'a pas la technologie, n'a pas le moyen de s'identifier et de dire effectivement je n'ai pas accès à ça. Donc il y avait aussi cette problématique liée à la réalité du terrain. Oui, je pense qu'on en parle beaucoup parce que c'est Sam Altman et OpenAI. Et c'est vrai, totalement. Tu vois, c'est un projet encore, alors c'est pas un projet PowerPoint parce que quand même, la doc technique est en ligne, on peut regarder un certain nombre de choses, mais on ne sait pas du tout, on a une vague feuille de route à moyen long terme, on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner, et il y a déjà plusieurs millions de personnes qui ont déjà donné, qui sont déjà fait scanner l'iris. Ouais. C'est le contre-exemple même, c'est une hérésie numérique pour moi. Ok, pourquoi ? Voilà, on ne sait pas où on va, on dit juste, tiens, tu vas avoir 25, je ne sais pas quoi d'ailleurs, un token, on ne sait pas à quoi ça va servir. On ne sait pas la valeur. Est-ce que ça te dit ? Je suis le fondateur d'OpenAI qui s'est fait racheter 10 milliards de dollars par Microsoft, et puis il y a plein de gens qui disent oui, ou alors d'autres qui sont manipulés pour, je sais pas, peut-être qu'ils sont incentivés, ou peut-être qu'ils sont commissionnés, ces gens, pour embarquer plein de gens dans le système. Alors c'est pas le seul autour du revenu universel.
On avait dans le rapport 2022 parlé d'une boîte beaucoup plus sérieuse qui s'appelle Good Dollar par exemple, qui s'intéresse à ces sujets de UBI, Universal Basic Income. Moi, j'ai des difficultés à comprendre le concept du versement d'un revenu universel. D'où sort l'argent, d'où vient l'argent? Je touche du bois, mais je suis très cartésien. Ok, alors s'il y a des gens qui perçoivent de l'argent, où est-ce que ça rentre de l'autre côté? Est-ce que c'est les nouveaux entrants qui financent les précédents? Je ne suis pas assez d'ailleurs spécialiste du sujet. Il faudrait que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur le... Il faudrait que je relise Et sur la notion aussi d'inflation. Moi, c'est aussi la notion d'inflation parce que si on a tous un revenu égal, certaines choses ont plus de valeur que d'autres. Comment est-ce que on arrive, ces choses qui ont plus de valeur, elles ont souvent une rareté. Donc, comment est-ce qu'on arrive à profiter de ces choses-là? Est-ce que notre système économique permet réellement un revenu universel? Ça, c'est des questions dont je n'ai pas la réponse. Moi non plus. Très bien, du coup, je pense que moi, il y avait aussi une autre question qui est abordée donc, dans le rapport, qui est la question de l'énergie. La blockchain, l'un des angles d'attaque, on attaque souvent la blockchain, c'est la blockchain pollue. Oui. La blockchain, c'est pas bon pour l'environnement. Et là, tu nous parles de développement durable et c'est le cœur même de ton sujet. Ouais. Comment ça se fait à quel moment on réconcilie les deux du coup? Oui, complètement. C'est effectivement, d'ailleurs, dans le rapport 2022, on a évacué la question en parlant de la dépense énergétique de Bitcoin et plus précisément de la dépense énergétique des blockchains qui fonctionnent, dont le mécanisme de consensus fonctionne sur la preuve de travail. Ça va être trop compliqué pour certains, mais on a, vous avez sûrement entendu parler du passage du mécanisme de la preuve de travail au mécanisme de la preuve de détention sur Ethereum. Ouais. Voilà. Donc après, ça a de plus en plus polarisé le débat, ou le simplisme de certains qui n'associent que systématiquement blockchain égale pollution, puis on s'arrête là, on n'essaie pas de creuser plus. Le concept sur lequel repose la sécurisation du réseau Bitcoin, c'est la dépense énergétique. Donc, c'est mal prendre le problème que de dire ça dépense de l'énergie, donc c'est mal. Et il y a une notion philosophique aussi, désolé de te couper, mais il y a une notion philosophique à la dépense d'énergie. Parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir de la valeur dans le Bitcoin. Parce que si le Bitcoin n'avait pas de base en termes de dépense d'énergie, il n'y aurait pas la possibilité, faut qu'il y ait un plafond, plutôt une base d'énergie pour que, au-delà de cette base-là, si l'énergie, alors j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais si il n'y avait pas un minimum d'énergie à mettre pour pouvoir atteindre cette base-là, le Bitcoin n'aurait pas forcément de valeur. Alors que le fait de devoir travailler, de devoir investir déjà un minimum pour pouvoir avoir accès donc, à ces tokens-là, ou même simplement pour pouvoir le faire fonctionner, est l'un des mécanismes qui lui permet déjà d'avoir de la valeur. C'est la corrélation valeur-énergie qui a disparu quand même du système monétaire international depuis Bretton Woods, depuis 1971, quand on a corrélé le dollar de l'or. Voilà. Donc maintenant, l'énergie, c'est un clic, je crois, à peu près. Donc on ne peut pas faire moins énergétique, je pense. Clair. Faire moins d'efforts. Ouais. Et donc c'est un peu effectivement un retour aux fondamentaux quand on s'intéresse de manière un peu plus philosophique à la manière dont fonctionne Bitcoin, qui est aussi le socle grâce auquel Bitcoin est sécurisé aujourd'hui. Alors, c'est un sujet extrêmement polémique qui polarise les débats en permanence entre les anti et les pros. C'est difficilement, j'ai l'impression que c'est vraiment deux camps qui sont difficilement réconciliables. Nous, on s'est aperçu très vite qu'on ne voulait pas convaincre les anti parce que ça ne sert à rien d'expliquer les choses même correctement. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'écho. Et puis de l'autre côté d'ailleurs, alors je ne vais pas être trop
de la part des pros Bitcoin, il y a aussi un certain nombre d'arguments qui sont mis en avant pour montrer que, donc, quand on a compris que la dépense énergétique de Bitcoin était la raison pour laquelle le réseau était sécurisé, en tout cas, on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en œuvre pour faire en sorte que la dépense énergétique de Bitcoin repose plus sur des énergies sales, mais vertes. Alors, c'est pas par conscience écologique, Ouais. c'est plus par Conscience économique, ouais. opportunisme économique, effectivement. L'énergie la moins chère aujourd'hui, c'est plutôt du surplus d'énergie renouvelable, notamment hydroélectrique. Totalement. Alors après, c'est le nom que je cherchais en fait, c'est Sébastien Gouspillou qui. Oui, alors lui, qui a une... vraiment, c'est le plus ardent défenseur de la. Mais il y a des choses intéressantes à l'écouter, hein, mais qui ne peuvent être pas du tout entendables par d'autres qui sont anti. C'est là où je dis que le débat est tellement polarisé que c'est très compliqué d'avoir une discussion sensée ou un débat sensé. On ne peut pas mettre autour de la table des anti et des pros. Il n'y a pas de conversation qui en sort. Ça sera un de mes rêves. Bientôt, quand j'aurai le podcast, je veux vraiment qu'il y ait les deux opposés qui puissent se poser et qu'on ait un débat. Ça, c'est vraiment le type de... Ouais, alors il faut donner du food for brain, il faut donner faut faire des petites révisions. Ouais, c'est pour ça que d'abord, on va commencer à éduquer un peu les gens avec le podcast. Ouais. Mais dans le futur, vraiment opposer un peu ses points de vue parce que pour le cas, Sébastien Gouspillou, je ne me rappelle plus du nom de sa boîte, mais l'objectif, c'est il y a des barrages hydroélectriques qui ne sont pas au maximum. On les développe au maximum, sachant que la ville ou le pays dans lequel ces barrages-là ne vont utiliser que 20% de l'énergie. On le développe quand même à 100%. Les 80% permettent de faire des fermes de minage et ça permet d'avoir une électricité à un coût extrêmement réduit, mais qui va aussi permettre à ce que lorsque le pays va se développer, petit à petit, il aura de l'énergie et la capacité de se développer. Et ce n'est pas un investissement supplémentaire de là on le fait à 20%, on fait 30%, et ensuite quand on arrive à 30%, on doit encore réinvestir et faire. Et donc, puis ce ne serait pas rentable de l'exploiter qu'à 20%, etc. Exactement. Effectivement, c'est un vrai argument de certains mineurs de Bitcoin. Alors, tout le minage ne se passe pas en Afrique sur l'installation hydroélectrique qui tourne qu'à 20%. Par la force des choses, le minage en ce moment, il est quand même pas mal concentré aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas de l'énergie renouvelable du tout, hein, c'est plutôt de l'énergie sale. Totalement. Donc, pareil aussi, c'est extrêmement compliqué d'avoir des informations sérieuses là-dessus. Donc, il y a le Cambridge, l'université de Cambridge qui tient un index qui permet de mesurer la part d'énergie propre utilisée pour le minage du Bitcoin avec des méthodologies qui diffèrent dans le temps. J'ai pas regardé récemment, mais encore une fois, c'est pas par conscience écologique que les mineurs, dont le métier est en train de s'industrialiser de plus en plus, mais par opportunisme économique. Et c'est Louis Bertucci, un chercheur de l'Institut Louis Bachelier, qui explique ça. C'est que pendant un temps, le minage du Bitcoin, on pouvait ne pas faire trop attention au prix de l'énergie parce que c'était un peu le wild et le Far West et que tout le monde pouvait s'y mettre. Mais plus ça s'industrialise, plus ça se professionnalise, plus le prix de l'énergie est tiré, enfin ça devient un facteur essentiel de l'équation pour être rentable. Et donc ceux qui ne le sont plus parce qu'ils achètent leur énergie trop cher se font éjecter de cette industrie. Ça s'industrialise, c'est vraiment ça. Et donc si jamais on extrapole en tout cas dans un certain temps, si effectivement l'énergie utilisée la moins chère au monde s'avère être de l'énergie renouvelable, notamment hydroélectrique, parce qu'on ne va pas faire ça avec du photovoltaïque, en tout cas pour l'instant, donc le minage de Bitcoin pourrait être beaucoup plus vert que n'importe quelle autre industrie dans le monde. Et c'est des arguments qui ne sont pas très entendables aujourd'hui par certains. C'est vrai, mais après, il y a aussi une chose qui, moi, me rend vraiment optimiste par rapport à la blockchain, c'est cette capacité qu'on a maintenant de permettre aux gens d'avoir un point de vue
écologique, non pas en leur disant il faut être écologique parce que ça fait des années qu'on le dit et les gens ne changent pas pour ça, mais en créant des modèles et des systèmes économiquement viables et des modèles sur lesquels on peut réellement avoir des données. Notamment, vous en parlez sur les différents points liés à l'environnement et au climat, sur le traitement qu'on appelle, sur le climat, donc la partie réduction carbone, et sur la pollution et donc le traitement des déchets. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour rendre au final ce qui était un déchet, il y a des entreprises maintenant qui vont en faire une matière première. Et aujourd'hui, la blockchain aide énormément dans la mise en place de ce type de sujet. Alors, juste, je fais une toute petite aparté pour finir le sujet d'avant. Ok. Parce que on parle beaucoup de l'impact environnemental de Bitcoin. Moi, j'entends très peu de choses sur l'impact social de Bitcoin. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose à dire à propos de cet impact développe. social qui consiste justement à dire que quelle est la valeur ajoutée, quelle est la plus-value, quel est l'apport de Bitcoin? C'est littéralement être du cash électronique. La seule manière, là, autour de cette table, d'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire, c'est de l'argent liquide. Je te donne un billet de 10 euros et comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Sinon, il n'y a rien d'autre qui existe aujourd'hui pour faire du transfert de valeur sans passer par un intermédiaire. On pourra se creuser les méninges. Ouais. Et Bitcoin, c'est ça, mais de manière électronique. C'est du cash électronique. Et donc l'impact de cette proposition de valeur sur des gens qui sont notamment pas bancarisés, elle est colossale. Mais on n'a pas trop tendance à vouloir mettre dans la balance, on tendance plutôt à se focaliser uniquement sur l'impact environnemental sans trop regarder l'impact social aussi, de permettre à des gens de pouvoir pas se trimballer avec des valises de billets. Mais parce que ce qui a été proposé au monde, c'est que la peur, c'est que pour tous ceux qui étaient contre cette technologie-là, dès le départ, cette technologie, c'est des magouilles, cette technologie, c'est la criminalité, cette technologie, c'est en fait tous les points négatifs qu'on a pu citer, notamment sur aussi l'impact écologique, sont en fait des choses qui ont été mises en place pour pouvoir éloigner le monde de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut, c'est le travail que vous faites super bien, c'est ce que j'essaye un peu de faire avec le podcast, d'amener un point de vue différent et de rentrer dans le détail des choses pour permettre aux gens de voir qu'en fait, non, cette technologie, c'est un outil. Et un outil, ça dépend de la personne qui l'utilise. Et en soi... tu as tout résumé. Un outil, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Je vais donner une métaphore extrêmement violente. Vas-y. On peut planter un clou avec la crosse d'un revolver et on peut tuer quelqu'un avec un marteau. Donc c'est pas l'outil en lui-même qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Et donc typiquement, Bitcoin est un outil qui permet d'en avoir l'usage qu'on en fait. En tout cas, il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est universel. Il n'y a pas de KYC pour entrer dans le système. Et c'est accessible à quiconque, y compris avec un téléphone basique, y compris sans connexion Internet, avec Machankura, notamment en Afrique, qui est en train de se développer. On utilise des téléphones basiques. Sur la technologie GSM et totalement. Et donc, est un outil littéralement d'inclusion financière de premier plan qui nous montre d'autres choses à voir sur les défaillances d'un système qui n'arrive pas en tout cas à inclure 1,5 milliard de personnes dans le monde sur de l'échange de valeurs pas classique, mais de l'échange de valeurs. Je vois. Est-ce que on va se diriger doucement vers la fin. Est-ce que aujourd'hui, dans la crise de la confiance qu'on est en train de vivre, donc les gens font moins confiance aux grosses entreprises, au gouvernement et autres, est-ce que la blockchain est une solution? On a tendance d'ailleurs à dire que le déploiement d'une blockchain est intéressant à partir du moment où il y a, c'est très théorique ce que je dis, mais où il y a une chaîne de valeurs complexe où les gens ne se font pas confiance entre eux. Et
on déporte la partie confiance sur l'infrastructure technique, ça distribue la confiance sur le réseau, et pour après se mettre d'accord sur le déploiement dans n'importe quel domaine où est déployé le service, pour faire en sorte que ce ne soit pas justement une entité centrale qui joue ce rôle de tiers de confiance et qui peut être humain, donc par nature corruptible. Et là, on peut pas corrompre la dimension technique de l'infrastructure. C'est visible par tous. Et en ça, c'est un outil de gouvernance horizontale qui est très nouveau et qui est assez en contradiction avec l'organisation de nos sociétés très pyramidale et hiérarchisée. Et peut-être que cette classe de technologie permettrait justement, dans chacun des domaines qu'on a cités pendant le podcast, de renouveler un peu ces questions autour de projets et de la mise en œuvre de cette gouvernance qui serait qui passerait non plus par un tiers, mais qui passerait par cette infrastructure technique qu'on utiliserait dans un réseau pair à pair, où il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'un autre. Je vois. Mais aujourd'hui, donc ça c'est une volonté, mais comme tu l'as très bien dit, notre système est fait de la sorte à ce qu'il y ait aussi cette notion pyramidale. Comment est-ce qu'on l'implémente dedans ? Parce qu'on voit que maintenant, la blockchain qui de base est un outil qui nous permet de tous pouvoir contrôler, devient surtout un outil qui est utilisé là actuellement, potentiellement avec l'euro numérique et ces choses-là, pour pouvoir juste avoir plus de contrôle sur la population par le gouvernement. Oui, alors les monnaies de banque centrale, je pense, sont assez loin du Bitcoin, par exemple. Et on commence le rapport, d'ailleurs, par expliquer les grandes différences entre les différents types de blockchain, en distinguant au moins les blockchains dites publiques et les blockchains privées. A priori, ce ne sera pas des blockchains publiques côté monnaie de banque centrale. Donc c'est toujours une entité centrale qui émet de l'argent numérique. On ne sait pas très bien encore non plus comment ça va se passer très concrètement. Mais donc on n'est pas... on utilise les mêmes mots, mais ce n'est pas tout à fait quand même la même chose. Parmi les blockchains publiques, il peut y avoir des blockchains publiques dites non permissionnées. Quiconque peut les utiliser, mais aussi participer à la validation des transactions. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si tu veux être mineur demain, peut-être pas ici, parce que ça coûte trop cher l'électricité, mais en tout cas, tu ne dois pas demander l'autorisation à quelqu'un. Et puis il y a d'autres types de blockchains publiques dites permissionnées, où quiconque peut la rejoindre, lire les transactions qui s'y passent, etc. Mais les nœuds de validation des transactions seront détenus par des tiers. Je pense notamment à l'Energy Web Foundation qui œuvre dans le domaine de l'électricité, de la tokenisation de l'électricité. Mais juste pour dire, parce qu'il ne faut pas avoir un discours trop généralisant ou trop théorique, quand on dit la blockchain horizontalise la gouvernance, etc., si on reprend juste l'exemple du diplôme de tout à l'heure, on fait interagir le détenteur d'un portefeuille avec son wallet et ses credentials, ton école qui te diplôme, c'est bien un tiers, c'est bien un émetteur, c'est celui qui va vérifier que tu es bienvenu pendant toute l'année ou pendant tes 50 diplômes. Donc eux, ils vont pas... on a tendance à se dire ou à rêver ou à fantasmer un monde complètement horizontal, où plus personne n'est chef, etc. Ça n'existe pas. Totalement. Maintenant, il faut le confronter au réel, au concret, à chaque fois, peut-être sur des services ou qui sont très pragmatiques et qui correspondent à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ça se passe mal ? Quels sont les écueils ? Et est-ce que déployer une blockchain trouve un intérêt à être déployé dans cette activité pour résoudre les écueils qu'on a identifiés ? Moi, je vois plus ça comme ça, la méthodo, pour une entreprise qui se lance en disant je vais lancer une blockchain, c'est génial, et qui fait plein de communiqués de presse. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est une entité qui dit lancer une blockchain. On prend une filière
la filière bois, un truc très concret. Et on se dit quelles sont les problématiques de la filière. On met tout le monde autour de la table et on essaie d'inventer quelque chose pour résoudre ces frictions et ces rapports de force transversaux. Là, on a plus de matière à pouvoir résoudre un certain nombre de problématiques avec cette notion de confiance qui est balancée sur le réseau. Sur le réseau et et comme ça, voilà, ça on sait qu'on n'a pas à résoudre cette problématique. Ouais. C'est ce qui est résolu justement par l'infra technique. Mais maintenant, il y a toute la dimension politique, humaine. Est-ce que les gens sont d'accord, pas d'accord? Et là, ça prouve à quel point on en est encore dans un domaine très immature. Très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Avant de finir, là, le rapport, il sort, le prochain rapport, il sort l'année prochaine. C'est ça. Qu'est-ce qu'on souhaite dedans? Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'il y aura dedans, qu'est-ce qu'il y aura un peu de nouveau? Et je te laisserai aussi prendre le mot de la fin. Ouais, merci. Alors effectivement, on est déjà en train d'organiser la rédaction du rapport 2024 qui se veut aussi, voire si ce n'est plus, collaboratif que l'édition 2022. Donc on a tout un tas d'outils qui sont en train d'être finalisés en ligne pour permettre à ceux que ça intéresse et qui sont plus ou moins experts de chacun de ces sujets de pouvoir participer à l'écriture collaborative. On s'inscrit dans une démarche dite de sciences ouvertes et participatives pour pouvoir challenger ce dont on n'a pas parlé, les sujets manquants, essayer d'ouvrir un peu les débats de demain et de 2024 et de 2025. Donc ça va être une mise à jour. Et déjà de façon à l'apparition du rapport 2022, on savait qu'il y avait déjà plein de trucs qu'on avait pas eu le temps de... Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et puis identifier les nouveaux sujets qui ont émergé depuis 2022. Et puis, comme tu dis, 2 ans, c'est dans l'écosystème crypto, c'est 10 ans dans la vraie vie, ou voire plus. Donc on aura plein de matière pour faire en sorte d'upgrader ou d'améliorer ces connaissances, et toujours avec cette optique de parler de projets concrets avec des vrais utilisateurs. Et d'ailleurs, grande nouveauté pour le rapport 2024, c'est qu'on a beaucoup expliqué les différences entre blockchain publique, privée. On a cité pas mal de projets construits sur des blockchains privées. C'est fini. On va s'intéresser, parce qu'il y a trop de projets dans le monde, à tous ceux qui sont exclusivement construits sur des blockchains publiques. Et c'est pour ça que le logo Blockchain for Good, il y a un petit public qui a été rajouté début 2023. Ok, très bien. Et qui axe nos axes de recherche sur ces blockchains dites publiques. Excellent. J'ai hâte de lire ce nouveau rapport. Un petit mot de la fin? Eh ben, nous, on a hâte de l'écrire. Ça va être un sacré challenge encore. Mais voilà, c'est peut-être un appel à contribution. Quiconque peut rejoindre l'asso. Comment on fait? C'est Hello Asso. Alors, le site, c'est blockchainforgood.fr. Là, on peut télécharger tous les rapports, encore une fois, en un clic. On ne prend même pas d'informations personnelles. Et puis, donc on gère tous nos adhérents sur Hello Asso. Et après, on pourra accéder aux documents de travail qui soient organisés par thématique et commencer dès maintenant. Alors, il va y avoir une double rédaction à la fois auprès de francophones et d'anglophones. On va continuer de travailler en français, parce qu'on est une asso française, financée d'ailleurs par des institutions françaises. Très bien. Mais bon, il se passe quand même beaucoup de choses en dehors de l'écosystème français. Et on va faire un double travail de rédaction qui va permettre d'être fusionné sur le sprint final pour avoir 3 au moins, et peut-être 4 éditions multilingues l'année prochaine. Voilà. Formidable. Merci beaucoup Jacques-André. Merci à toi. C'était un plaisir. Partagé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, liker, follow, 5 étoiles. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h
En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.